Bonjour, bienvenue à notre 4e atelier d'analyse fiscale consacré à l'achat d'un bien immobilier avec ses influences fiscales, cotisations sociales et flux financiers. Lors du module numéro 1, nous avions vu en détail qu'en était-il d'une acquisition en personne physique, donc comme particulier, avec un financement sous forme de crédit hypothécaire, somme toute classique. Lors du module numéro 2, nous avions vu ensemble comment une acquisition à 100% de la pleine propriété en société et la mise à disposition gratuite pour le gérant du bâtiment pouvaient amener à un certain intérêt fiscal. Lors du module numéro 3, nous étions revenus à une acquisition à 100% en personne physique, avec cette fois-ci une particularité au niveau du remboursement, puisqu'il se faisait avec de l'argent qui avait été épargné, selon certaines limites, par la société au cours de la vie du crédit. Nous sommes donc arrivés à notre 4e et dernier module sur les achats immobiliers et leur mode de financement au niveau des impacts fiscaux et sociaux, qui est l'achat en démembrement, nue propriété usufruit, c'est-à-dire concrètement la division du droit de propriété en deux entités, l'une qui permet à son titulaire d'occuper ou d'utiliser le bien acquis et, s'il ne le fait pas personnellement, d'en percevoir des loyers, ce qu'on appelle l'usufruit. Cet usufruit, nous le verrons, a une durée temporaire, et un autre droit, appelé nue propriété par opposition à la pleine propriété, qui, lui, n'a qu'une caractéristique, c'est celle de pouvoir, au terme de cette période pendant laquelle l'usufruitier va pouvoir jouir et percevoir le loyer du bien, récupérer la pleine propriété du bien. Afin de bien comprendre les impacts fiscaux, il est important que nous analysions justement quelles sont les modalités, qu'est-ce qu'un usufruit, qu'est-ce qu'une nue propriété, comment ça fonctionne. Et pour ça, malheureusement, nous allons devoir faire un petit peu de droit romain. Le droit de propriété, au sens du droit romain, est composé de 3 morceaux, de 3 attributions distinctes. D'une part, le fait de pouvoir utiliser personnellement le bien à des fins personnelles. En latin, usus. Le fait de pouvoir, si je ne l'utilise pas personnellement, le louer et en percevoir le loyer. En latin, fructus. Et enfin, un dernier point, qui est le fait de pouvoir en disposer, c'est-à-dire le fait de, par exemple, pouvoir le détruire, le céder. En droit romain, l'abusus. Et donc, dès le droit romain et le droit civil aujourd'hui, permettent de séparer donc cette pleine propriété en 2 droits distincts. L'usufruit, qui regroupe l'usus et le fructus, et la nue propriété, qui regroupe le droit de disposer du bien, et au terme d'une certaine période, de pouvoir en disposer librement. Revenons quelques secondes sur cet usufruit. Par définition, un usufruit doit être limité dans le temps. En effet, si nous imaginons un usufruit qui n'est pas limité dans le temps, eh bien, le nu propriétaire se verrait complètement dépossédé de tout droit réel sur le bien. En effet, quelque part, être propriétaire d'un bien, c'est de pouvoir soit l'utiliser, soit d'en percevoir les loyers. Si, à tout jamais, un nu propriétaire n'arrivait jamais à toucher ces effets concrets du droit de propriété, il serait dépossédé de la quasi-totalité de son bien, si ce n'est une assurance intellectuelle de savoir qu'il est propriétaire de quelque chose, mais qu'il ne possédera jamais. Et donc le droit d'usufruit, lui, va être limité dans le temps. Habituellement et anciennement,
ce droit d'usufruit était plutôt un droit qui se rapportait à des personnes physiques, et bien souvent un droit viager. Donc, l'extinction normale de l'usufruit était le décès de l'usufruitier. Mais rien n'empêche à une société de devenir usufruitière. Mais une société ne meurt pas. Et donc, il faut convenir, au moment de la constitution de l'usufruit, d'une durée, par définition limitée dans le temps, et dont l'échéance de la fin de cette durée va signifier la disparition du droit d'usufruit avec le retour de la pleine propriété dans le chef du nu propriétaire. Ce détour ayant été fait par les aspects légaux, voyons exactement ce que ça donne en matière d'acquisition immobilière et surtout d'impact fiscal. Concrètement, que se passe-t-il ? Imaginons, pour la facilité de l'exposer, que la société et mon dirigeant achètent en même temps. Nous avons donc d'un côté de la table notariale un vendeur qui va mettre au milieu de la table le bien immobilier en pleine propriété, et vous avez nos deux acquéreurs démembrés qui vont acheter le dirigeant, la nue propriété, la société, l'usufruit. Quelque part, l'usufruit, pour schématiser en langage de tous les jours, c'est comme si la société, en un coup, payait 20 ans de loyer. Avec une notion, bien entendu, d'actualisation. Pourquoi ? Parce que un loyer payé dans 19 ans et 6 mois n'a pas le même poids financier qu'un loyer payé le mois prochain. Et donc, il y a un calcul. Mais si mon vendeur vend 1000 son bâtiment, son hangar, son magasin, son bureau, qu'est-ce que va devoir payer le nu propriétaire et qu'est-ce que va devoir payer la société ? Eh bien, il existe des tableurs. Des tableurs, il y en existe d'ailleurs plusieurs. Entre professionnels en général, nous nous sommes tous accordés à utiliser les tableurs du SPF Finance. Ils ne sont pas spécialement meilleurs qualitativement, mais ils ont le gros avantage d'être admis par l'administration fiscale, puisque c'est elle-même qui les a émis. Fiscalement, comment ça marche ? Imaginons un bien immobilier qui soit acheté en démembrement sur une période de 20 ans. Et imaginons que ce bien ne gagne pas de valeur, qu'il reste stable pendant 20 ans. Imaginons, hypothèse purement théorique, que la valorisation économique donnée par le calculateur dit que 80% du prix du bien sont à supporter par l'usufruitier, par la société. Elle va donc supporter 80% du prix d'achat et 80% des frais accessoires, honoraires du notaire, droits d'enregistrement, frais de recherche. Et le nu propriétaire, lui, va supporter les 20% restants. Au fur et à mesure de l'écoulement du temps, il est évident que la valeur du droit d'usufruit va diminuer. Pourquoi ? Parce que 20 ans de loyer, d'occupation, de perception de loyer ont été payés d'un coup. Ben, au bout de 10 ans, il n'y en a plus que 10. Au bout de 15, il n'y en a plus de 5. Et en poussant à l'extrême, au bout de 19 ans et 364 jours, il n'y en a plus qu'un jour. Et au 20e anniversaire, à minuit 1, le droit d'usufruit a disparu et donc n'a plus de valeur. On pourrait schématiser ça d'une façon relativement simple. C'est un peu comme si la société achetait un sucre, que son dirigeant achetait du café, que pendant 20 ans, le sucre était dans le café et fondait, et qu'in fine, le dirigeant récupérait le café sucré. Et ce, sans taxe. Puisqu'il ne s'agit pas, en bout de course, d'un transfert de propriété. Il ne s'agit pas d'une vente. Il s'agit simplement de la disparition définitive et juridique d'un droit, celui du usufruit, au profit de la nue propriété. Quand je dis sans taxe, il est important de rappeler
que les principes généraux de droit fiscal et de droit civil doivent être respectés. Et le principe même, c'est quoi? C'est que chacun, et à tout moment, doit supporter et recevoir la valeur économique de ce qu'il a investi. Donc, hors de question de dire ici, venant de n'importe où, j'estime que l'usufruit vaut 800, j'estime que la nue propriété vaut 200, à partir du moment où un vrai calcul économique, presque économétrique, va donner une valeur peut-être de 400 à l'usufruit et de 600 à la nue propriété. Et ces calculs-là sont excessivement importants. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'imaginons dans mon schéma ici, de 800, 200. Ça veut dire que la société va supporter 80% du prix du bâtiment, va pouvoir emprunter 80% du prix du bâtiment et en déduire les intérêts, va pouvoir amortir sur 20 ans et non pas sur 30 ans, donc va pouvoir user. Et là, il y a une véritable usure, non pas du bâtiment, mais du droit, puisque, par définition, au 20e anniversaire à minuit 1, le bien, la société n'a plus rien en main. Donc il y a une véritable usure, une disparition du bien. Et donc, on va pouvoir fiscalement amortir les choses plus rapidement, tout en enrichissant de facto le nu propriétaire. Donc, le schéma est intéressant. Tellement intéressant, nous l'avons précisé, que l'administration fiscale n'apprécie pas trop, ou en tout cas a priori, ce genre de montage. La seule chose, c'est qu'à partir du moment où chacun paye la réelle valeur économique de l'opération, c'est-à-dire que la société ne paye que ce qu'elle reçoit, eh bien, l'opération sera tout à fait faisable, moyennant certaines conditions qui ont fait partie de publications diverses et variées de l'administration fiscale et qu'il serait trop long à expliquer dans ces quelques mots. Si on résume cette quatrième méthode, c'est vrai que c'est intéressant. On fait payer une bonne partie, ou en tout cas une partie importante du bâtiment à la société, alors qu'in fine, c'est en privé son dirigeant qui remporte le bâtiment en bout de course. On voit donc qu'entre le premier module, le module où on paye l'intégralité du bâtiment et des intérêts avec de l'argent net, c'est-à-dire qu'on va devoir prendre le montant de capital, donc le montant du bâtiment, plus les intérêts, devoir y rajouter une couche égale d'impôts, et ça, c'est ce qu'on va devoir prendre intégralement pour pouvoir financer. La deuxième chose, c'est que tout se passe au niveau de la société, mais on a une taxation qui est différée. Au bout de 30 ans ou au bout de 25 ans, peu importe, mais le jour où on vend le bâtiment, on va devoir payer un impôt au niveau de la société entre le prix de vente réel du bâtiment et sa valeur comptable. Dans le schéma numéro 3, qui est le schéma EIP, on rachète à titre personnel le bâtiment, mais dans le financement, on va faire rentrer de l'argent brut de la société dans le financement. Et enfin, dans cette quatrième façon, on va acheter conjointement et la personne physique et la société. Ensemble, on va acheter, chacun paye sa part, et il faut être excessivement précis dans les calculs. La seule chose, c'est que si réellement chacun a supporté sa part, in fine, le bâtiment va revenir en pleine propriété aux dirigeants d'entreprise, que bien souvent la période ici est de 20 à 25 ans, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que bien souvent, ce retour est relativement proche de l'âge de la retraite et que le bâtiment est quelque part une façon élégante de se constituer un capital retraite supplémentaire. Petite remarque qu'on pourrait se poser, c'est oui, mais que se passe-t-il si avant les 20 ans, je décide de vendre le bâtiment? Qu'à cela ne tienne, on trace une ligne au milieu et on détermine quelle est la valeur de la nue propriété, quelle est la valeur du usufruit.
Et tout comme on avait calculé la valeur économique au moment de la naissance de cet usufruit, eh bien on va calculer la valeur économique au moment de la mort de ce démembrement usufruit d'une propriété, pour tout simplement parce que au moment où on va se retrouver à la table notarielle du côté du vendeur, eh bien on va devoir remembrer parce que l'acheteur potentiel va vouloir la pleine propriété du bien au moment de son acte. La technique d'acquisition immobilière a fait couler beaucoup d'encre et est clairement un terrain qui permet beaucoup de développement. Les 4 modules ont chacun leur particularité. Un panachage est possible. On peut acheter, par exemple, un bien en démembrement usufruit d'une propriété et acheter la nue propriété sur base d'un EIP. Mais là, ça sort du cadre normal de notre atelier fiscal. En vous remerciant beaucoup et à votre disposition, bonne journée.